Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Mon Pamplemousse. Aujourd'hui, on ouvre un nouveau lieu de notre montagne audiovisuelle. Après la station Radio Salengro, bienvenue sur Piste Audio. Piste Audio est dédié à nos podcasts et on inaugure ce lieu avec le premier épisode d'une série consacrée à l'homme et la mer. Cette série s'appelle Carnet de bord et c'est maintenant. Histoire de mer, heureuse ou tragique, inoubliable et intemporelle. Quel que soit votre horizon, origine, orientation, bienvenue dans Carnet de bord, épisode 1, nommé La pieuse paysanne. Rapports officiels, cartes, articles de presse ou encore extraits de livres d'instrumentation nautique, toutes les sources délivrées dans ce récit proviennent d'un dossier monté par Ronan Boesenec. Carnet de bord. Carnet de bord. Piste Audio, une création Mon Pamplemousse Productions. Dans Les hommes inoubliables, Didier le pêcheur écrit « La tempête est bonne fille, elle laisse toujours une chance aux marins. » Chapitre 1. La pieuse paysanne. La pieuse paysanne est un tonnier type Malamoc construit en 1940 à Camaret. Une longueur de 17,20 m pour un tirant d'eau de 2,60 m, équipé d'un moteur Baudouin de 150 chevaux, le tout pour un jaugeage de 49,35 tonneaux. La pieuse paysanne fut directement inscrite au port de Douarnenez avec comme immatriculation DZ 3407, où elle exercera pendant 21 années. Son premier patron est M. Aymon Germain, à qui succède M. Boesenec François. Ce dernier a un équipage de 12 hommes, jeunes pour la plupart, avec lesquels il arpente par passion l'océan Atlantique à la recherche d'une pêche fructueuse. Mais en l'an 1961, 2 semaines après un nouveau départ de Douarnenez, un journal français titrera « Le palangrier douarneniste La pieuse paysanne s'échoue sur la côte sud-ouest de l'Irlande ». Chapitre 2. Nouvelle campagne. Dans la soirée du lundi 27 novembre 1961, la pieuse paysanne quitte son port d'attache avec 12 hommes à bord pour une nouvelle campagne. On imagine assez facilement leurs femmes ainsi que l'ambiance sur le quai du port du Rosemeur à chaque nouveau départ. Habituellement, la pieuse paysanne comporte 13 membres d'équipage. Mais cette fois-ci, le mécanicien du bord ne fait pas partie du périple afin d'assister à un mariage. Aucune source ne nous apprend s'il était également présent sur la jetée lorsque ses collègues ont pris la mer ce fameux soir d'hiver. Les conditions météo le long de la côte bretonne ne sont déjà pas très bonnes cette nuit-là. Mais le marin est courageux. Et puis, les 12 hommes à bord de la pieuse paysanne avaient déjà vu pire après tout. Le patron pêcheur, M. Boesenec dit Arblaise, décide de faire cap au nord pour rejoindre l'ouest de l'Irlande. Dans son rapport officiel rédigé le 5 décembre de la même année à Dingle, il déclare avoir mis les palangres à l'eau dans les parages de Misaine dans la soirée du mercredi 29 novembre car le temps le permettait. Le lendemain, 30 novembre 1961, les prévisions météorologiques annoncent du mauvais temps. Le patron décide alors de redescendre la côte irlandaise et de relâcher à Berehaven, un port au sud-ouest de l'île. L'escale fut de courte durée, car la pieuse paysanne et ses membres d'équipage appareillent le lendemain, 1er jour de décembre, pour faire route vers les îles Aran à l'ouest de l'île. Là-bas, ils feront 2 nouvelles levées de palangres. Le temps se dégradait de jour en jour. Nous voilà au matin du lundi 4 décembre 1961. Cette nouvelle journée qui s'annonce, l'équipage l'ignore encore, sera la dernière pour la pieuse paysanne. Chapitre 3. Dernier jour. 04-12-1961. Le palangrier fait cap vers les îles Blasquet, pensant faire escale un peu plus au nord, à Smervik. Il s'agit d'une baie protégée au sud-ouest de l'Irlande. Les conditions se sont encore dégradées. La mer est très mauvaise. À 17h30, le navire subit un fort coup de roulis. Arblaise, qui se trouve dans l'escalier de la passerelle à ce moment-là, se fait surprendre et chute. Pas de casse cette fois-ci. Le bateau continue de fendre l'Atlantique en gardant son cap initial.
2 matelots sont de quart à 20h. Le capitaine est passé les voir et inscrit dans son carnet de bord qu'il ne rencontrait aucune difficulté, bien que le surroi forcît encore. À 21h, l'équipage subit un terrible choc sur bâbord, suivi d'un second. Il faut vite faire un état des dégâts subis par le bateau, et le résultat n'est pas beau du tout. Voie d'eau dans la salle des machines, une vague a littéralement déchiré la coque. L'eau monte, et elle monte vite. Sans plus attendre, l'équipage met le radeau de sauvetage en caoutchouc à l'eau, ainsi que l'annexe en bois. Ils se répartissent les places dans les embarcations, 8 personnes dont le patron prennent place dans l'annexe, et les 4 autres dans le radeau. Les 2 embarcations de fortune sont d'abord amarrées l'une à l'autre, mais pour pouvoir manœuvrer dans ces conditions difficiles, l'équipage est contraint de défaire la tâche qui les relie. Secoués dans tous les sens par la violence de l'océan Atlantique Nord, ils sont très vite séparés et se perdent de vue dans la nuit sombre de l'hiver irlandais. Après plusieurs heures de dérive, l'annexe en bois vient percuter une falaise. Les 8 naufragés s'agrippent à la paroi, puis tentent d'escalader un peu pour se mettre à l'abri des vagues. Il est trop dangereux de monter dans l'obscurité. Ils vont devoir rester agrippés jusqu'au matin. Au premier rayon du soleil, les 8 marins peuvent enfin voir autour d'eux. Ils se retrouvent alors devant une falaise de 200 pieds de haut, environ 60 mètres. Pas le choix pour eux. Ils vont devoir escalader, et ce, malgré le froid et la fatigue. Après une ascension périlleuse, ils arriveront tous au sommet, avant de s'écrouler, éreintés de leur mésaventure. Plusieurs heures s'écoulent avant qu'un jeune homme ne les retrouve affalés dans l'herbe, mouillés jusqu'aux os et mal en point. Le jeune homme était missionné par son père afin de compter les moutons dans le champ suite à la tempête et au fort vent passé la nuit précédente. L'enfant est effrayé en apercevant les 8 naufragés tassés dans un coin du champ. Immédiatement, il prévient son paternel qui s'empresse de réveiller les rescapés pour les rentrer chez lui afin de comprendre ce qu'il s'est passé et surtout de les réchauffer. Les Bretons, après avoir repris leur esprit, font comprendre tant bien que mal à leurs hôtes qu'une autre partie de l'équipage manque à l'appel. Qu'ils sont dans un radeau de sauvetage perdu en mer. Très vite, la nouvelle du naufrage de la pieuse paysanne fait le tour du comté de Kerry. Le lendemain, les villageois qui accompagnent les rescapés de l'annexe leur apprennent une bonne nouvelle. Un radeau de survie aurait été repêché par un bateau de sauvetage de l'île Valentina. En effet, les 4 autres marins perdus ont fini leur malencontreux périple dans la journée du 5 décembre, après avoir passé toute la nuit contre vents et marées. Chapitre 4. À bon port. L'équipage de la pieuse paysanne ne sera rapatrié que le 10 décembre 1961, soit 6 jours après leur naufrage. Durant ces 6 jours, l'équipage est hébergé dans une institution tenue par des sœurs. Pour passer le temps, ils apprendront aux religieuses à danser la valse. Quant à leur retour, il se fera par les airs. L'avion, que 10 de nos protagonistes sur 12 prennent pour la première fois, est prévu de les déposer à l'aéroport de Paris-Orly. La nouvelle de l'incident est déjà connue sur le port de Douarnenez, de par la presse notamment, mais le patron du navire perdu et sa femme ont également pu s'entretenir par téléphone. C'est donc tout naturellement qu'un convoi de Douarnenez s'organise afin d'être présent à Paris pour accueillir leurs proches sains et saufs. Les femmes des marins, le mécanicien du bord qui n'avait pas embarqué pour cette virée et même l'armateur du bateau M. Aymon et sa femme se rendent sur place. On peut encore entendre Madame Boézenec, femme de François, dire «
Vous vous rendez compte, 25 ans de patron sans avoir jamais perdu un bateau et laisser celui-là si proche de la retraite. L'essentiel, c'est qu'ils s'en soient tous échappés. Le vol 843 en provenance de Londres atterrit à 21h55. Les 12 hommes apparaissent enfin derrière la porte 33, faisant salut de la main ou agitant une casquette au-dessus de leur tête. On entend alors des... Ils proviennent de la foule, composée à présent des proches, mais également de photographes et journalistes. Une des femmes d'un membre de l'équipage fait également retentir cette phrase avec un fort accent ploariste. Regarde-moi ces chaussons, celui-ci. Ils sont habillés dans des tenues irlandaises de la tête aux pieds. Tout le monde s'en lasse, quelques larmes coulent, des tapes sur les épaules. Une grande émotion se fait sentir devant la porte 33 de l'aéroport. Chacun explique plus en détail le naufrage. On pêchait par un sacré sale temps. Brume, vent et mer par l'arrière. Le moteur a tourné jusqu'au bout. Et en 20 minutes, il ne restait que des bouts de bois. Un journaliste, présent sur place, demande à un matelot s'il a eu peur. Ce à quoi il répond Vous savez, le navire a coulé en 15 minutes. On n'a pas eu le temps d'avoir peur. Après toutes ces épreuves et émotions, pas question de rester traîné. Une demi-heure plus tard, l'ensemble de la troupe rejoignait le car immatriculé 29. Juste avant que les portes du car ne se referment, le patron, M. Boezenek, donne encore quelques mots à ceux qui ne rentrent pas avec eux. Qu'on me redonne un bateau, et je repars aussitôt. Les portes se ferment, le car s'en va. 7 heures de route plus tard, l'ensemble de l'équipage arrive enfin à bon port, celui du Rosemer. La mer est un milieu hostile, imprévisible et dangereux. Les femmes et hommes qui jouent de leur vie pour arpenter les flots le savent, mais leur soif de prendre la mer n'est pas de l'inconscience. C'est un vital besoin qui les anime, couplé à un grand courage. Bien que ce récit se finisse bien, la chance laissée par l'océan dans la citation de Didier le pêcheur est parfois trop infime pour avoir une fin heureuse. Nombre de marins ont disparu dans l'étendue bleue. Nous dédions cet épisode à leurs familles et leurs proches. Carnet de bord. Carnet de bord. Piste audio, une création Montpamplemousse Productions. Vous venez d'écouter Carnet de bord 1 nommé La Pieuse Paysanne. Merci à Ronan Boezenek pour les précieuses pièces d'archives mises à disposition. Merci Claire, Rémi, Gabi et Elia d'avoir prêté leur voix dans ce récit. Robinson à l'écriture et la narration ainsi que Quentin à la technique. Retrouvez l'intégralité de nos podcasts sur Piste Audio diffusés par Montpamplemousse Productions.